Mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci d'être avec nous. Isabelle Perron, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? C'est une belle journée, c'est vendredi et il n'y a pas de trafic. Ça, c'est vraiment très agréable. C'était fou ce matin. Je descendais la travée du pont Jacques-Cartier et il y a eu un moment où il n'y avait personne. Un peu comme dans un film de zombies. Je n'étais pas certain si je n'étais pas parti à la mauvaise heure. Il y a juste moins de monde gris qui marche. Là. C'est vraiment, vraiment chouette. Même au retour à la maison aussi, ça fait du bien. Le seul bémol, c'est que parfois, les choses sont plus lentes. Donc, vouloir parler à quelqu'un, prendre un rendez-vous, c'est comme si la Terre tourne un peu moins vite. La Terre tourne un peu moins vite et peut-être que ça tourne un peu moins vite aussi dans les postes de police parce que on en a fait tout un dossier aujourd'hui dans le Journal de Montréal et dans tous les médias cette histoire là, de deux cousins qui se sont mis en tête de retrouver du matériel qui leur avait été volé. Ça pose évidemment la question... Mais au fait, c'est que c'est un camion carrément qui a été volé. Ils se sont fait voler leur camion. Il y en a même qui pensent qu'ils ont peut-être même démantelé un réseau d'aluminium. Alors, ils ont décidé, eux, de retrouver eux-mêmes. Parce que, d'habitude, effectivement, tu as raison, il faut appeler les policiers, sauf qu'ils n'ont pas senti d'écoute, ils n'ont pas senti qu'ils étaient assez actifs. Donc, en voyant leur camion, ils se sont dit, « Hey, nous, ils sont venus le prendre chez nous, fait qu'on va aller le prendre où on l'a trouvé. » Et ils ont décidé de le faire ainsi. Et donc, ils ont carrément mobilisé toutes sortes de moyens. Et donc, la question, évidemment, qu'on se pose, qu'on vous pose, hein, est-ce que c'est légitime de se faire justice soi-même, d'aller récupérer soi-même son bien? Légitime, c'est une chose, légal, c'en est une autre, risqué, c'en est aussi une autre. Hein? Il y a plusieurs dimensions là, à cette question-là. Avez-vous déjà peut-être vous-même tenté de récupérer un vélo, quelque chose, une voiture, quelque chose qui vous avait été volé, qui vous appartenait? Écrivez-nous à 187 Cube Radio. Partagez-nous vos aventures. Mais c'est vrai que quand t'es pas impliqué émotivement dans la situation, tout le monde va dire « Ben non, faut pas se faire justice soi-même, ça peut mal virer. » Mais quand c'est toi qui se fais voler, ça nous est arrivé, nous, un réseau de chalets où tout le monde s'est fait voler à plusieurs reprises. Puis comme ils ne sentaient pas qu'il y avait un travail étoffé de la police qui a été fait, à un moment donné, ils se sont mis entre propriétaires de chalets. Chacun se partageait des informations. Puis à un moment donné, il y en a un qui est dans le bois. Puis il voit devant lui, avec un trailer, son stock. Il voit son stock. Donc, il se met à accélérer parce qu'il se dit, je veux que le trailer s'en aille dans le fossé. Il appelle le 911. Puis là, il dit, j'ai trouvé le stock dont on vous parlait, il est là. Puis la réponse a été, on n'a pas d'agent pour vous, on ne peut pas se déplacer. Donc, comme il y avait enfants et femmes à bord, il a comme décidé de ralentir et de laisser partir le voleur. Mais il n'y a rien qui a été fait en ce sens-là. Donc, je peux comprendre l'homme en question d'avoir voulu se dire, hey, c'est mon stock, tu t'en sortiras pas comme ça. Puis d'avoir une réponse qui est, il n'y a pas assez d'agents sur place, c'est fâchant. Oui, puis c'est sûr que quand l'État, là, ici la police, quand elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre, surtout quand on se fait voler des choses, ben là, ça pose la question, où est-ce qu'on laisse juste aller, puis c'est ça nos affaires, c'est notre richesse, nos biens. Puis là, dans le cas, encore une fois, de ses cousins, le camion dont il est question, c'est un camion qui servait à travailler, fait qu'à générer un gagne-pain, etc. Est-ce qu'on va juste attendre? Puis on sait bien, les policiers sont débordés, sont pas suffisamment outillés, surtout pour est-ce qu'ils sont pas outillés ou plutôt est-ce qu'ils manquent de staff, tout simplement? C'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'imagine qu'ils tirent la ligne là, quand c'est en bas d'un certain, quand c'est pas des grands crimes de millions de dollars, peut-être qu'ils disent, ben là, est-ce qu'on va dédier toute une équipe là-dessus pour récupérer un vélo, par exemple? Ben non. Donc, j'imagine qu'ils font des choix comme ceux-là. Mais ça risque donc, c'est une zone un peu grise où on est en droit de récupérer notre bien et si on est capable, si on sait où il est, si on sait comment y accéder, ben là, est-ce qu'on prend ça entre ses mains? Est-ce qu'on est accompagné? C'est assez intéressant, surtout dans une place comme le Québec où l'État est omniprésent, sauf dans ces moments-là où on aurait envie on en aurait besoin. Il semble être un peu plus absent. Là, donc, c'est un peu particulier. Bien, en tout cas, pour les cas de vol, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire-là. Puis, effectivement, j'ai aussi entendu des histoires où quelqu'un tente de se faire justice soi-même et ça tourne mal. Ben oui. Donc, par exemple, une bonne personne qui est en colère, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui l'a poussé dans la rue, pousse en retour, puis la personne se frappe la tête et meurt. Oups, t'es subitement accusé d'homicide involontaire, alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui t'a poussé, puis t'avais pas de mauvaise intention, t'étais pas une mauvaise personne. On le sait que parfois, se faire justice soi-même, ça peut mal virer. On a une mauvaise décision de la prison. Puis je veux dire, si tu sais, je connais, on peut imaginer mille et un scénarios, mais si t'as en face de toi quelqu'un qui est un voleur, là, qui est un
un peu un criminel. Est-ce que cette personne-là est armée? Est-ce que cette personne-là a déjà fait de nombreux vols? Peut-être qu'elle est plus motivée que toi là, à se battre, à agir de violence. Et donc, c'est sûr que, comme tu le dis, ça peut être excessivement risqué. D'où la norme, en fait, théorique, là, c'est t'es pas supposé de faire ça. T'es supposé d'attendre que la police agisse. Mais, ça, on le sait, mais quand t'es pas émotivement impliqué, on se le dit. Mais quand t'es dans la situation, ta fille se fait violer, c'est sûr que si t'as la personne devant, on a bien beau se dire, bah, faudrait que j'appelle la police. C'est sûr que t'es un père, t'es une mère de famille, puis t'as l'agresseur dans le visage. Je peux comprendre qu'il y en a qui, des fois, sortent de leur gond. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je le comprends. On est avec une des deux personnes là, dont le cas a été documenté dans le journal aujourd'hui, Luc Leblanc, victime de vols nombreux, si je comprends bien, et qui, encore une fois, s'est fait justice soi-même. Luc Leblanc, bonjour. Bonjour. Racontez-nous votre histoire tout d'abord. Donc, comment c'est arrivé cette histoire-là de vol? Comment vous avez réalisé que votre camion finalement avait disparu? Ben, écoutez, moi, je viens le dimanche faire l'entretien de mes camions. Je suis une jeune entreprise, j'ai 11 camions. Puis ça faisait partie d'un de mes 3 camions neufs que j'avais reçus il y a à peine 1 mois et demi. Puis le dimanche, je rentre faire mes flats, mes choses, puis j'ai remarqué que le camion du voisin était stationné à l'endroit où mes employés se stationnent. Sur le coup, j'ai dit, il y a eu des grosses inondations le 20 juin. Fait il y a peut-être trop d'eau dans le cours, tu sais, puis j'ai pas poussé à aller plus loin. Jusqu'à temps que mon voisin arrive, il vient de me voir, il dit, hey, je viens de me faire voler un 53 pieds de viande, ces choses-là. T'as-tu vu quelque chose de bizarre? Ben, j'apporte ton camion stationné là, non. Fait qu'à ce moment-là, je suis allé voir mes caméras pour voir qu'à 1h44 du matin, son camion bougeait. Puis ensuite de ça, là, j'ai vu qu'à 1h46, j'ai dit, oh, tabarnouche, c'est mon camion. Fait que les voleurs avaient pris mon camion pour partir avec son chargement. C'est comme ça que tout a débuté le 21 juin. Comment ils ont réussi à faire leur coup? Écoute, bonne question, mais selon moi, c'était vraiment des professionnels parce que j'avais des systèmes de repérage sur mon camion puis tout, puis ils ont réussi à tout désactiver ça. Puis on a retrouvé le lendemain une boîte d'un computer qui fait pour géolocaliser les camions qui étaient dans le fossé dans l'eau à côté, à proximité d'où il avait pris le camion. Combien ça vaut? À ce moment-là, moi, j'ai plus eu de nouvelles pendant quasiment 1 mois de ça. Puis là, vous pouvez penser les pertes financières que ça engendre, des pertes de revenus. Je suis pas quelqu'un qui fait de l'angoisse, mais là, j'ai commencé à faire un petit peu d'angoisse. Peut-être quelque part, tu te sens un petit peu brisé de te faire voler quelque chose dans ta cour chez toi. Là, combien ça vaut un camion comme celui que vous êtes fait voler, Luc? C'est environ 250 000 plus les taxes applicables. En plus, un 12-13 000 pour un système de PTO là, pour l'hydraulique. Là. Fait que c'est quand même des coûts relativement élevés, là, un camion. Là. Et vous avez dit, on se sent comme un peu brisé de s'être fait voler dans sa course. C'est ça l'émotion qui vous habite. C'est ça qui vous motive à aller plus loin. En 1 mois et demi, je peux vous dire que je me suis senti vraiment brisé par tout ça. Puis pourtant, je suis quelqu'un de fait quand même assez robuste. Mais ça m'a vraiment affecté parce que, tu sais, l'hiver, des fois, c'est un petit peu plus dur pour certains types de transports qu'on fait. Fait que là, j'étais prêt à remonter la pente. Là, ben, le camion avait même pas eu le temps de générer vraiment encore des revenus d'argent. Que là, je me retrouvais avec plus de camion, puis que je suis obligé de payer les assurances, payer encore les frais du camion. Puis là, il faut relocaliser le chauffeur. C'est tout le trouble que ça donne. Tu sais, moi, j'estime que d'un bout à l'autre de cette aventure-là, ça va me coûter environ 100 000 en perte de revenus puis en perte. Ça, c'est sans compter la perte de temps qu'on vit dans tout ça. Là. Puis le stress aussi qui peut encore vous habiter aujourd'hui. Là. Ça, c'est une dette humaine. Là. Comment vous avez fait ensuite? C'est quoi les démarches que vous avez entreprises à la minute où vous vivez ça pour le retrouver, votre dit camion? Bien, on a cherché un petit peu, mais honnêtement, c'est pas moi qui a poussé le plus. Puis je vais rectifier le tir. Moi, à la base, quand j'ai eu l'information d'une adresse X à Sainte-Julie ou Saint-Amable, c'était d'abord quelqu'un qui m'a envoyé une photo aérienne disant « Je crois qu'on a vu ton camion ». Eux, ils avaient fait une équipe autre que plusieurs entrepreneurs avaient engagé peut-être une firme de détectives qui ont mené à cette adresse-là. Mais moi, à la base, je suis pas allé là en pensant qu'il y avait de l'aluminium ou d'autres types de matériel. Moi, je suis allé sur place parce que j'avais eu information mardi que peut-être mon camion se trouverait sur place et que la Sûreté du Québec avait été avisée le matin et qui ont dit qu'il fallait qu'ils rouvrent une enquête, qu'ils ne pouvaient aller sur le terrain. Mais vous savez comme moi que dans ce type de réseau-là, ça reste jamais là longtemps. Fait que c'est sûr, certain, le temps qu'ils auraient fait leur enquête, après 1 mois, 1 mois et demi, tous les biens qu'ils ont récupérés là-bas auraient été plus là, y compris mon camion. Donc, vous êtes pas senti pris en charge? C'est pas que je me suis pas senti pris en charge. Je crois que
c'est comme ça le système de justice pour le recel de vol au Québec. Tu sais, c'est pas assez puni. Ça fait que les gens ont plus tendance à recommencer. Tu sais, le jour où ils vont mettre des peines d'emprisonnement, je sais pas, de 5 ans, 10 ans, selon le nombre d'argent que les compagnies se font voler, peut-être que les voleurs vont réfléchir autrement, mais pour l'instant, ils s'en sortent avec une petite tape sur les doigts, un petit casier judiciaire, puis le lendemain, ils sont dans la rue. Là, fait que pourquoi arrêter? Et là, donc, vous avez retrouvé votre camion là, avec toutes les circonstances que vous nous racontez, et donc vous avez décidé d'aller le reprendre. Et ça, c'est la partie un peu Batman de l'histoire. Vous aviez les clés, j'imagine. Vous êtes allé reprendre... J'avais encore les clés, mais plus honnêtement, ce qui est arrivé, c'est le mardi matin, j'ai eu un message texte, quelqu'un que je veux pas nommer, qui m'a envoyé cette photo-là en disant « Je peux pas te donner l'adresse parce que je rencontre les policiers. » Mais suite à ce que les policiers lui ont répondu, cette personne-là a dit « Ben regarde, pourquoi je ne divulguerais pas l'adresse si eux ne veulent pas rien faire? » Et moi, je suis parti avec mon cousin. Pour vrai, est-ce que j'ai réfléchi à ce moment-là? Pratiquement que non. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un que je me dis, je me lève le matin, je passe 7 jours de ma vie à essayer de me faire une entreprise, de laisser une belle trace dans la vie, que quelqu'un a venu sur mon terrain privé me voler mon bien. Je me suis dit, pourquoi que moi, je pourrais pas aller sur son terrain pour récupérer mon bien? C'est pas moi qui l'ai volé, là. C'est lui qui me vole. Là. Mais vous deviez quand même vous sentir un peu, je sais pas, là, c'est quand même spécial là, d'aller sur le terrain de quelqu'un d'autre, de repartir avec son camion. Y avait-il un moment où vous étiez nerveux, stressé? Aviez-vous peur je vous dirais que quand on est arrivé sur place, moi, j'avais dit à mon cousin, si la barrière est ouverte, je rentre. Sinon, je pense pas qu'on aurait poussé plus loin. Mais comme de fait, la barrière était ouverte. Mais il faut savoir que là-bas, le camion est environ 1,5 km dans le bois. Oh. Ça, c'est un ancien site de paintball. Fait qu'il y avait des chemins à gauche, à droite, à gauche, à droite. Fait qu'on avait été chercher un plan Google de vue des airs. Fait que mon cousin, il me guidait. OK, tourne à droite là. T'es sûr? Oui, c'est là à droite. OK, là, va-t'en à gauche. Pour finalement aboutir devant mon camion. À ce moment-là, c'est sûr que tu t'es envahi d'une espèce d'adrénaline qui... Je pense qu'on n'a même pas réalisé sur le coup que ça aurait pu être vraiment dangereux. Puis tout ce qu'on faisait, moi, c'était juste comme je veux retrouver mon camion. Fait que, du moment qu'on a débarqué du pick-up, on a fait le tour de mon camion. Là, j'ai dit à mon cousin, prends des photos, des vidéos pour aller chercher le numéro de série. Puis à la suite de ça, tout de suite, j'ai contacté la police Richelieu, qui n'est pas la Sûreté du Québec, parce que les autres, c'était pas leur jurisprudence dans ce secteur-là. Puis là, on s'est dépêché à sortir des lieux. Mais quand je suis sorti des lieux, il y a quelqu'un qui m'a vu. Oh! Fait que là, on s'est stationné en face. Là, après 2-3 minutes, il y a une espèce de... comme un kart où il est venu virer en avant tranquillement puis qui nous regardait. Là. Tu voyais qu'on dirait qu'il savait qu'il y a quelque chose qui se passait de pas normal. Fait que là, j'ai dit, wow, OK, qu'est-ce qui va arriver? Là, il est reparti, puis il est revenu avec un loader. Là, j'ai dit, tabarnak, je vais-tu nous reculer dedans? Ou finalement, la police est arrivée comme 2 minutes après. Là. Est-ce que vous, par la suite, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que vous craignez des représailles? Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Comment vous vivez avec ça maintenant? C'est sûr qu'après coup, tu te dis, garde, c'est fait, mais moi, j'ai pour mon dire que moi, je suis pas allé voler personne. Là. Ouais, vous êtes allé moi, j'ai fait un devoir d'entrepreneur qui, selon, à ce moment-là, était la chose à faire pour moi, pour mon bien personnel, pour passer à autre chose que ça. Là, est-ce que vous Je me dis, si moi, ça m'a causé du préjudice, pourquoi que eux, je pourrais peut-être pas leur enlever aussi une certaine joie que moi, j'ai été privé face à ce que je me suis fait dévaliser. Là, est-ce que vous avez contacté les assurances? Est-ce que les autres ont été impliqués là-dedans? Mais moi, les assurances, là, le camion, il était déjà réglé, ça faisait une semaine ou 2. Mais là, vous pouvez comprendre que là, il faut que je recommande un camion neuf. Puis à l'époque, quand j'ai commandé ces 3 camions-là, le taux de change était à 1,37. Là, le taux de change est monté à 1,42. Donc, le même camion coûte environ 35-40 000 plus cher. Le taux d'intérêt est 3/4 de point plus haut qu'avant. Là, il a fallu que je paye un 7 500 de déductible aux assurances qui me redonnent un chèque parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ensuite de ça, la compagnie de finances m'avait financé le camion, vu que ça faisait comme à peine 2 mois je l'avais. Là, j'ai eu des frais aussi de 8 500 de bris de contrat. Fait que ça engendre beaucoup de frais quand on regarde ça. De l'extérieur, c'est rien, mais à l'intérieur, je figure que je vais perdre au-dessus de 100 000 avec ça. Là. C'est quand même fou. Puis là, à la fin, donc, vous avez au moins récupéré votre camion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que la police vous a chicané d'avoir pris les initiatives? Comment ça se passe, la relation avec eux? Je crois que tout le monde a été pris un petit peu au dépourvu. La police m'a pas chicané, mais devant les preuves que j'emmenais, la vidéo, le numéro de série, là, ils pouvaient plus faire comme « OK, non, on peut pas rentrer, c'est un terrain privé. » Là, il y avait comme pas vraiment le choix d'exécuter qui aurait dû être fait au départ, là, tu sais.
Est-ce que Puis, le camion pour est en vrai, je suis bon état? nerveux de tout ça, mais regarde, je me sens que j'ai juste fait quelque chose Pour pour mon toi? Ben oui, entreprise. pour vous. Est-ce que le camion est en bon état? Le camion était assez amoché à l'intérieur, toutes défaites, les plastiques brisés. J'ai pas pu récupérer le camion parce que là, naturellement, ils l'ont remorqué. Lui, il va s'en aller, j'imagine, à des expertises pour les empreintes digitales, ces choses-là. Fait que, tu sais, oui, ça cause beaucoup de problèmes, là. Bon, pour la suite des choses, parce que vous avez été avec votre cousin, il y en a même qui avancent qu'avec le camion volé, vous auriez peut-être même mis la lumière sur une espèce de réseau de voleurs d'aluminium. Ça, en étiez-vous conscient? Honnêtement, quand je suis allé là, j'étais aucunement conscient de ça. Moi, je suis allé là pour une information que j'ai reçue, comme de quoi que possible que mon camion serait là. Là, après ça, c'est là que ça a déboulé. Parce que quand on est arrivé sur les lieux, mon camion était piné sur un flatbed 4 essieux, que c'était pas à moi. Fait que j'en ai comme fait persuader que c'était un autre équipement volé. Puis il y avait un autre équipement à côté qui était une remorque à du bois, je crois, qui était là aussi dans le même type que la remorque qui était attelée sur mon camion. Puis là, on voyait aussi un moteur puis une transmission qui traînait en plein milieu de la rue là, d'un camion, du chemin là-bas. Fait que c'était comme une bâche, puis il avait l'air d'avoir des choses en dessous, mais jamais j'aurais pensé que c'était d'une telle ampleur quand je suis allé là. Moi, je suis allé là simplement pour mon bien, là. Puis là, maintenant, donc, vous avez témoigné, vous étiez interviewé par le journal aujourd'hui, on vous parle. Comment vous vous sentez, là? Vous avez envie de tourner la page? C'est quoi un peu votre état d'esprit aujourd'hui, le Club Blanc, là, puis pour les prochaines semaines, les prochains mois? Ben, je vous dirais que ça nous a un peu bouleversé ce matin, là, parce que quand on a parlé avec la madame du journal au départ, j'aurais jamais pensé faire le front page du Journal de Montréal et encore moins être à la radio avec vous. Bon. Et encore moins être en entrevue à TVA à 13h40 aujourd'hui. Oui, là. tout à fait. Est-ce que vous devez C'est sûr que ça brasse beaucoup de choses, mais il y a une chose que je voudrais dire aussi, Oui. je veux pas me donner le mérite de cette enquête-là qui a été faite à l'externe par d'autres entrepreneurs, justement, qui se font voler de l'aluminium. Moi, j'ai été juste la personne qui a mis le dernier clou sur le 2x4, qui a comme fini la job, mais il y a tout eu un autre branle-bas de combat avant que moi j'arrive sur le site que d'autres ont fait pour en arriver à avoir une adresse. Est-ce que vous devez maintenant renforcer la sécurité de votre cours? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises à ce niveau-là? Oui, c'est sûr qu'il y a des initiatives qui ont été prises. Là, on va avoir un système surveillé, on est après à regarder mettre une barrière, puis là, il y a quelqu'un qui vient watcher la fin de semaine 24 sur 24. Fait que ça aussi, tu sais, ça engendre des dépenses puis d'autres coûts. Ben oui, ben oui. Ben oui, ça n'arrête plus. Au fait, c'est vous qui payez pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. C'est sûr que c'est aberrant, là. Exactement. Luc Leblanc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Bonne entrevue avec notre collègue Yves Poirier là, un peu plus tard aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut lire tout le détail de cette aventure dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec, là, sous la plume de Valérie Gontier. Bonne fin de journée, Luc. Et on va enchaîner tout de suite parce qu'évidemment, la question de la criminalité, puis de l'encadrement, puis de la punition faite ou pas faite, on disait la sévérité des peines, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'actualité. Là, on a un exemple de vol, mais il y a aussi cet autre dossier là, sur la criminalité, notamment des jeunes. Hein. On a vu beaucoup ces derniers temps des groupes criminalisés qui utilisent des jeunes et dont, pour lesquels les punitions, en raison de notre système pénal, sont vraiment minimes, hein, Isabelle? C'est qu'il y a un rapport qui a été déposé cette semaine pour faire une espèce d'état des lieux de la criminalité au Québec. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une baisse de criminalité, malgré parfois un sentiment à Montréal, entre autres, où certains vont dire qu'ils sont, oui, comme tu dis. Mais ce qu'on réalise dans ce rapport-là, c'est que oui, ça baisse, sauf chez les jeunes. Les crimes sont très violents. Il y a des exemples qui se multiplient. Et c'est cette espèce d'angle-là des jeunes inquiète parce qu'il y en a qui vont viser les parents, il y en a qui vont viser les conséquences, il y en a même qui vont viser les écoles parce que les crimes ont lieu dans toutes sortes de lieux, des fois sur les heures de cours, d'autres fois, comme tu dis, ce sont les criminels qui les recrutent parce que est-ce que les peines sont assez sévères? Ce sont des questions qu'on se pose, mais c'est sûr qu'un bilan comme celui-là qui prouve à quel point il y a une augmentation de la criminalité chez les jeunes, c'est les adultes de demain, ça fait peur. Maria Mourani est criminologue. Madame Mourani, est-ce que ces informations qui ont été dévoilées, là, est-ce qu'elles vous surprennent déjà dans un premier temps? Non, ça me surprend pas parce que quand même, depuis, on observe cette augmentation de la violence dans la criminalité jeunesse depuis la fin de la pandémie. Donc, les chiffres quand même se maintiennent. 2022, 2023, 2024, on a quand même vu des pics. 22, 23, 24, c'est les plus grands pics.
Bon, ça se maintient un petit peu en 2025, et puis sûrement ça va se maintenir en 2026. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1995, c'est-à-dire si on va jusqu'à 2015, n'allons pas jusqu'en 95, mais 2015, on voit que en fait, globalement, la criminalité jeunesse a toujours été une criminalité euh, de bien, c'est-à-dire ce n'était pas, on voyait pas chez les mineurs une criminalité violente. Oui, il y en avait, mais c'était pas le plus gros de leur criminalité. Le plus gros de la criminalité, c'était vraiment les vols, Ouais, toutes les sortes petits de délits crimes ouais, contre c'est les ça. biens. Mhm. Bon, par contre, lorsqu'on regardait les taux de criminalité en fonction de l'âge, on voyait que lorsque la violence apparaissait, c'était plus les jeunes adultes, les 18 ans, 17 ans jeunes adultes. La grande différence qu'on voit maintenant, c'est que c'est de plus en plus jeune qu'on va voir entrer la violence. Donc, on va avoir des 14, 15 ans, même des 12, 13 ans. 12, 13, 14, 15, ça, on le voyait pas avant. La Mhm. violence dans la criminalité jeunesse, on la voyait apparaître plus 17, 18, puis 20, 21, jeunes adultes. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on le voit plus jeune. Puis, depuis la fin de la pandémie, on voit cette tendance de l'indice de violence quand même se maintenir. Et il y a plusieurs variables à ça. Et l'une des variables que on n'avait pas vu, que ça n'existait pas avant, c'était le recrutement par des groupes criminels sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, il n'y en avait pas Ouais. avant, où ils touchent des jeunes qui sont forcément des jeunes criminalisés, qui sont pas forcément des jeunes qui sont dans des gangs ou dans des groupes, d'autres formes de groupes criminels, des jeunes, je dirais, random, et qui se font allécher, hameçonner, appâter dans les réseaux sociaux, sur des plateformes cryptées aussi, où on leur fait miroiter des sommes d'argent pour des incendies criminels, des vols de Ouais, ouais. voitures ou même des assassinats. Alors, Des c'est sommes ce qui qu'on sont appelle en versées ou non, criminologie. finalement, ouais. Pardon? Des sommes qui sont parfois versées, parfois non, là. D'ailleurs, là, il y a une forme Tout à d'abus fait. de naïveté là-dedans. Isabelle? Tout à fait. Euh, Donc, au fond, les jeunes, là, ils pensent vraiment, là, qu'ils vont faire un coup d'argent. C'est ce qu'on appelle en criminologie la criminalité opportuniste. On fait le calcul, Hmm. coût-bénéfice, ce que je vais gagner, le moins de risques que je prends. Et ça, c'est vieux, c'est vieux comme le monde, là. mais, C'est une criminalité qu'on connaît. ouais. Et chez les mineurs, ils sont tellement, c'est des ados, hein, ils sont immatures, la prise de risque, l'effet de groupe, le trend, hein, faire le buzz, la violence, ça fait le buzz Ouais. sur les réseaux sociaux. Donc, tous les éléments sont là pour avoir les chiffres qu'on a. Est-ce que systématiquement, quand on essaie d'aller solliciter des 13-14, c'est systématiquement les groupes criminels qui sont à la tête de ça? Ah oui, oui, oui. Parce que faire des vols de voitures, des incendies criminels, des tentatives de meurtre, etc., c'est pas n'importe qui fait ce genre de commande-là. Ça va être des groupes criminels, ça va être des gangs, ça peut être aussi des motards, c'est n'importe quel groupe criminel qui va lancer ça, mais bien sûr par personne interposée. C'est des sous-contractants. Il faut le voir un peu comme des sous-contractants. Celui qui va Comme une passer la vente commande, pyramidale. oui, si vous voulez. C'est comme ça part de celui qui passe la commande, puis ça descend. Parfois, il y a plusieurs intermédiaires. Parfois, il y en a pas tant que ça. Ça dépend du groupe. Il y a des groupes qui sont plus organisés que d'autres. Et donc, ils vont lancer cette commande-là, ces commandes, donc au pluriel. Puis, il y a des jeunes et ils vont leur refléter que, au fond, ça va être facile. Tu vas faire un coup d'argent rapide. On va tout te fournir. Si c'est un assassinat, on va te fournir. Quelqu'un va te conduire. On va te donner les armes. Puis les jeunes ne savent même pas tirer, hein. Ils peuvent se tirer dessus, ils peuvent tirer n'importe où. Ouais. Il y a même des jeunes qui font des incendies criminels qui se brûlent. Vous savez, moi j'ai eu des cas qu'ils se sont eux-mêmes brûlés là en tentant de foutre le feu. Donc et puis bon, on voit des tragédies où on a vu des mineurs se faire tuer comme ça. Ils sont Ouais. pas conscients du danger, mais pas du tout. Puis ça c'est l'adolescence, hein. Faut ramener ça où ça doit être ramené. C'est des jeunes, c'est des ados
ils sont aussi dans cette culture des réseaux sociaux où ce qui est valorisé, c'est la prise de risque, c'est la violence. Il y a énormément de violence sur les réseaux sociaux, hein. Moi, je suis sidérée comment les parents ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de sexualisation aussi. C'est Ouais. plus tu fais de views, il y en a même qui vont faire des vidéos où ils vont battre des jeunes à la sortie des classes ou dans les toilettes, etc. Et se Juste pour faire les filmer. Ouais, buzz. ouais, c'est quand même assez particulier. Il y a Alex de Montréal qui nous dit que, selon lui, si on mettait des peines plus sévères pour les jeunes par exemple, l'âge de 16 ans, on pourrait enrayer le phénomène. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans votre expertise? Ben, pas du tout. C'est ça qui est paradoxal. On a beaucoup cette pensée magique de croire que l'augmentation des peines va amener une diminution de la criminalité. Aucune influence. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un commet un acte criminel, il n'est même pas dans la pensée de la conséquence. Mhm. C'est comme ça. L'humain est fait comme ça. Lorsqu'il va, c'est-à-dire les jeunes qui sont soit criminalisés, soit ont vécu dans des milieux très difficiles, soit qui sont dans cette espèce d'hédonisme là du tout, l'argent vite fait, tout ça. Ouais. Il n'y a pas forcément l'analyse de la conséquence carcérale. Donc, quand on regarde, il y a eu énormément d'études qui ont été faites en criminologie là-dessus, de voir si la peine pouvait faire diminuer la criminalité, puis c'est Dissuader, là, ouais, effectivement. complètement ça. En fait, ce qui est important, ce qu'on constate, c'est pas la durée de la peine, c'est l'application de la peine. Hmm. Ça, c'est humain. Le fait que, même si c'est 2 ans, même si c'est quelques mois de prison, que la peine soit appliquée, là, c'est beaucoup plus Ouais. dissuasif. Donc, au fond, l'être humain, l'impunité augmente la prise de risque. Alors, la certitude de la peine, l'application de la peine est bien plus dissuasive que le nombre d'années ou la rigueur ou la sévérité, voilà le bon Les mot, de fameuses la peine. peines bonbons, là, ça, c'est un très bon point que vous amenez. Et l'autre point, c'est la faute à qui? Je comprends les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est les parents? Est-ce qu'à l'école, on fait pas assez de sensibilisation? Est-ce que, justement, il y a pas assez d'intervenants? À qui la faute? Moi, je vous dirais, je prendrais pas le mot faute. Il n'y a pas forcément de faute. C'est un ensemble de variables qui fait que on se retrouve là. D'une part, en 2020, on a tous été confinés. Les jeunes étaient des jeunes qui étaient pas sur Mais on Internet. est encore sur Euh, les ressacs de la pandémie en 2026. ouais, parce que là, je vais vous dire une affaire. En 2020, là, le nombre de jeunes qui étaient sur Internet, là, c'était pas forcément énorme. Maintenant, là, il n'y a pas un jeune entré dans une classe là, disons, aller parler à des troisième années ou même à des deuxième années ou même dans les primaires là, au début primaire, posez-leur la question, pas qui a un téléphone intelligent, c'est qui n'a pas de téléphone intelligent. On est hyper connectés. Les enfants sont éduqués sur le web. Ça, c'est une réalité là qui, quant à moi, me fait terriblement peur. C'est que les enfants sont éduqués par des algorithmes. Je ne sais pas si vous en rendez compte là. Ben oui, Ils mais sont est-ce que éduqués justement par des l'éducation algorithmes. devrait être revue par les parents ou à l'école, on devrait revoir notre façon d'enseigner? C'est les parents d'abord et avant tout. De 0 à 7 ans, c'est le parent qui a toute la place pour donner les belles valeurs à ses enfants, pour donner de l'amour, pour grounder cet enfant-là là, dans l'amour. Moi, je vais vous dire, dans toute ma carrière, tous ceux que j'ai vus dans les prisons, c'était des gens qui manquaient d'amour, Hmm. qui ont vécu énormément de violence, qui ont vécu énormément de traumas, qui sont des polytraumatisés de la vie. Et ça commence à l'enfance. Donc un enfant là qui est bien éduqué, qui a l'amour des parents, qui est bien élevé, etc. Même s'il peut être tenté par les chants des sirènes, il va toujours revenir sur la voix de ses parents, la voix de ceux qui l'ont ancré là dans des belles valeurs. Par après, il y a l'école. Il y a l'école avec tout ce qu'elle peut faire ou pas faire. Donc c'est vraiment graduel. Et après ça, il y a les amis. À l'adolescence, hein, les amis, ils prennent beaucoup de place.
Mais le parent qui démissionne à l'adolescence, ça, c'est Mais donc, une on autre manque erreur d'amour au fatale. Québec, c'est ce que je comprends. Et c'est évidemment très compliqué, Maria Mourani, on l'a vu, parce que évidemment à l'adolescence, il se passe plein de choses, puis parfois les parents se sentent mal outillés, les établissements d'enseignement également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point sur ce dossier important de la criminalité jeunesse. Je rappelle que vous êtes criminologue, donc merci beaucoup, Maria Mourani. Bonne journée. Avec grand plaisir. Merci.